Qu'il s'agisse de management, de stratégie ou d'innovation, le monde de l'entreprise est souvent fait d'idées reçues qui empêchent l'organisation, comme les individus, d'être performants. C'est ce que décrypte Frédéric Fréry, professeur à l'ESCP Business School, dans ce podcast « L'envers du business ». En se référant à l'histoire, la psychologie et la philosophie, il décortique les mythes et les paradoxes du monde des affaires, mais aussi ses travers et ses aberrations, avec une pointe d'impertinence. L'envers du business, un podcast de Harvard Business Review France. Qu'est-ce que la tragédie de l'innovateur incompris ? Face à la banalisation des offres et à la concurrence exacerbée, l'innovation est souvent présentée comme la clé du succès. Vous voulez vous différencier, distancer vos concurrents ou encore rétablir vos marges ? Une solution, innover. Et pourtant, ce n'est pas si simple. Pourquoi ? Parce que les innovateurs ne sont pas nécessairement gagnants, dans le sens où les clients ne valorisent pas toujours l'innovation autant qu'on pourrait le penser. Frédéric Fréry, vous êtes professeur à l'ESCP Business School. Expliquez-nous ce hiatus. Alors, il y a un exemple qui permet de bien comprendre, c'est un exemple historique, mais je crois qu'il est assez frappant. C'est celui du système d'exploitation de l'IBM PC, qui est sorti en 1981. Alors, les plus anciens se souviendront peut-être que c'était un système d'exploitation qui s'appelait le MS-DOS, dont l'interface était particulièrement austère, aride, peu ergonomique. C'était à base de lignes de code. Fallait, par exemple, pour savoir ce qu'il y avait dans son disque dur, fallait taper C2.ant/dir. C'est franchement pas très pratique. Et au même moment, quasiment au même moment, 3 ans plus tard, Apple a sorti le Mac, le Macintosh, qui lui avait déjà une interface graphique comme on la connaît aujourd'hui, avec une souris, menu déroulant, icône. Et pour savoir ce qu'il y avait dans son disque dur, on double-cliquait sur le disque dur, on faisait propriété, on savait ce qu'il y avait. Un peu comme nos ordinateurs Exactement comme aujourd'hui, avec une définition d'écran un peu moins bonne, un écran plus petit, mais sinon c'était la même idée. Le Mac était, en termes d'innovation, incroyablement supérieur. En termes de sophistication, en termes d'ergonomie, c'était un produit incomparablement supérieur. Le PC, le MS-DOS à côté, était franchement très 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 primitif. Lequel des deux s'est emparé de 90% du marché mondial? C'est la solution primitive. Ouais. Et ça, c'est très, très pénible. Et c'est toujours le cas. Et c'est quasiment toujours le cas. Le Mac a jamais dépassé 10% de part de marché, en fait. Alors, si vous êtes étudiant, si vous êtes graphiste ou si vous êtes photographe ou musicien, vous avez l'impression qu'il n'y a que des Macs. Mais si vous travaillez en entreprise, vous savez qu'en fait, en vrai, il n'y a que des PC. Et Apple est en fait confinés à quelques niches particulières sur lesquelles ils sont très très bien implantés, mais globalement au niveau mondial, ils n'ont jamais dépassé 10% de part de marché, avec un produit qui pourtant historiquement était très largement supérieur sur à peu près tous les points. Ah oui, donc Microsoft a réussi à dominer le marché pendant des décennies et être aujourd'hui encore à plus de 90% du marché des PC. En tout cas, ils sont très largement dominants sur leur industrie, ça c'est incontestable. Mais ils se sont rattrapés, ils ont sorti Windows évidemment, qui est une interface graphique aussi, qui est quand même très 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 inspirée de celle du Mac. Mais ce qui est intéressant, ils sont loin d'être primitifs aujourd'hui. Voilà, ils ont progressé, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, dès le départ, en fait, les clients se sont tournés vers la solution relativement rustique. Et ça, c'est très très énervant pour un entrepreneur, pour un innovateur, excusez-moi, parce que vous êtes convaincu d'avoir la meilleure offre sur le marché, incontestablement sur tous les plans. Elle est supérieure, elle est meilleure, elle est plus sophistiquée, élaborée, tout ça. Et c'est pas celle-là que les clients vont acheter. Est-ce que c'est un constat que l'on fait dans la plupart des secteurs ou est-ce limité finalement au secteur technologique ? Ça marche dans beaucoup de secteurs. Je sais pas, si on prend l'exemple de l'automobile, par exemple, si vous regardez aux États-Unis, ce qui se vend toujours le plus aux États-Unis depuis des années, c'est des gros pick-up rustiques, genre de Ford F-150 ou des gros Dodge ou des choses comme ça. C'est pas du tout des voitures électriques très élaborées. Et c'est comme si le client, en fait, cherchait plutôt à se rassurer avec des offres auxquelles il est habitué, plutôt que de plonger dans l'inconnu, même si l'offre est incontestablement sur le papier beaucoup plus élaborée. Oui, alors justement, comment expliquer ce manque d'intérêt pour l'innovation côté client ? Les clients, en fait, vous savez, regardez ce que Est-ce qu'on pense qu'ils vont privilégier la performance, la sophistication ou l'innovation, et c'est pas vrai ? Alors, c'est plus subtil que ça. Regardez, si jamais vous changez votre ordinateur ou vous changez votre téléphone, qu'est-ce que vous faites la première journée ? À quoi vous passez votre première journée ? Vous passez votre première journée à rétablir toutes les icônes au même endroit que dans le modèle d'avant, et tous vos menus et toutes vos habitudes exactement comme elles étaient. En fait, la rupture, ça fait peur. La révolution, c'est effrayant. La continuité, ça rassure.
Et donc, quand vous arrivez à quelque chose qui est vraiment révolutionnaire, il y a intérêt à ce que ce soit vraiment, vraiment, vraiment incontestablement supérieur pour que vous acceptiez de perdre vos habitudes. Une chose qu'on dit quelquefois en stratégie, c'est que la plus formidable des barrières à l'entrée qui existent, ce sont les habitudes. Et si on vous oblige à changer vos habitudes, ça va être très compliqué. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? C'est que le client va privilégier la sécurité, la continuité et la simplicité? Très souvent. Oui. Très souvent, les clients vont considérer que finalement, ce qu'ils ont, ça va bien. Ils n'ont pas besoin de la nouveauté qui va apporter. Alors si, l'amélioration, c'est bien. L'amélioration, c'est toujours bien. Mais ils sont satisfaits de l'existant. Mais perturbés dans le comportement, la même chose en mieux, c'est toujours très bien. La même chose en mieux, c'est toujours très bien. Quelque chose de totalement différent, vraiment, une nouvelle fois, il faut que ce soit très, très largement supérieur pour que le client accepte de franchir le pas. Et là où c'est perturbant, c'est que très souvent, les innovateurs, et les entreprises en particulier, on l'a vu exactement inverse. C'est-à-dire que les entreprises, elles sont convaincues de l'avancée technique formidable, de la formidable innovation qu'elles viennent de lancer. Elles sont convaincues que les vieilles offres qu'elles vendent depuis des années, il serait temps d'en changer. Et donc, il y a une espèce de hiatus entre la manière... Oui, surévalue les attentes du marché en plus. Absolument. Et donc, il y a un hiatus entre ce que perçoivent les entreprises et ce qu'attendent véritablement les clients. À ça s'ajoute une petite règle de politique interne aussi, c'est que si vous êtes dans une entreprise, contester les vieux produits qu'on vend depuis des années, c'est aussi contester ceux qui les ont mis sur le marché, et c'est donc demander un changement de génération qui vous sera peut-être profitable. Voilà, problème que n'ont pas les clients, évidemment. Et c'est ce qui explique sans doute que les anciens modèles, finalement, l'emportent toujours sur le raffinement sélectif, que la prolifération du rustique, comme vous dites, l'emporte sur le raffinement sélectif. Oui, alors il peut y avoir quelques exceptions, bien sûr, mais en règle générale, je crois que la prolifération rustique l'emporte sur le raffinement sélectif. Mais c'est un drame de l'entendre pour les acteurs de la R&D, j'imagine. Alors, surtout, ça illustre ce que vous appelez la tragédie de l'innovateur. Ah oui, c'est terrible, ça. Alors moi, je vois pour mes élèves ingénieurs, c'est absolument terrible, quoi. C'est-à-dire, vous leur dites, mais attendez, je ne comprends pas, monsieur, nous avons la meilleure offre sur le marché. Oui, incontestablement. Et les clients ne l'achètent pas. Non, ils ne l'achètent pas. C'est la plus sophistiquée, la plus innovante, la plus élaborée, mais ça n'est pas forcément elle qui sera achetée par les clients. Absolument. Et quand vous dites ça vraiment à quelqu'un qui est très, très convaincu de l'importance de l'innovation, il va dire, mais attendez, si on a la meilleure offre sur le marché et que les clients n'achètent pas, je ne vois que deux explications possibles. La première, c'est que les clients sont stupides. Et malheureusement, vous avez des gens qui disent ça. Si on commence par malheureusement, là, voilà. Et il y a une version intermédiaire qui est très populaire aussi, c'est les commerciaux sont incompétents. Ils ont été incapables de vendre la formidable avancée technique que nous avions réalisée. Mais on ne remet pas en question le fait que tout simplement les clients n'en veulent pas. Mais alors, vous disiez néanmoins tout à l'heure qu'il faut un écart de valeur extrêmement significatif avec l'existant pour que les clients acceptent de changer leurs habitudes. Est-ce que quand il y a une innovation de rupture, on pense à l'iPod, le lecteur MP3 ou l'iPhone de son temps, là, dans ces cas-là, on accepte de changer ses habitudes? Bien sûr, si d'un seul coup on vous dit vous allez avoir immédiatement 10 000 chansons dans votre poche, oui, là, on peut accepter. Encore que, si vous regardez bien, changer les habitudes, ça n'a pas été si monstrueux que ça. Hein. C'est un truc qui se mettait dans la poche avec des écouteurs, et donc on pouvait toujours écouter de la musique. L'iPhone, en l'occurrence... L'iPhone, oui, un peu plus. Encore, c'est plus compliqué sur l'iPhone, si vous voulez vraiment réfléchir à ce qui était vraiment rupture sur l'iPhone. Mais il faut vraiment que l'écart soit très, très, très significatif. C'est un des problèmes de la voiture électrique, d'ailleurs. C'est que jusqu'à présent, l'écart de valeur pour le client n'a jamais été suffisamment significatif pour que une très grosse majorité de la clientèle franchisse le pas, si on les aide pas avec des bonus financiers significatifs. Alors, dans ce contexte, quelle est la stratégie la plus maligne, finalement ? La stratégie la plus maligne, peut-être, c'est de jouer sur le fait que les gens ont des habitudes, et donc de continuer sur des habitudes acquises, de s'appuyer sur les comportements qu'ils ont et sur la manière, les expériences qu'ils ont eues avec les produits, tout en les améliorant continuellement. Par exemple... Faire des innovations modestes, mais récurrentes. Oui, et qui ne les bouleverseront pas. C'est-à-dire que même si vous avez des choses qui sont vraiment nouvelles, on va faire comme si elles étaient simplement de la continuité. On va masquer les ruptures en continuité, en fait. Un exemple, on parlait d'automobile tout à l'heure, c'est la Golf de Volkswagen. La Golf, alors on en est à 7 ou 8 générations, je ne sais plus, de Golf. Enfin, elle existe depuis 1974, la Golf. 40 ans. Voilà, et vraiment des générations successives. Et si vous regardez chaque nouvelle génération de Golf, ça a été en gros la même qu'avant, mais en mieux. Ça a toujours été la même qu'avant, mais en mieux. Et grâce à ça, d'ailleurs l'iPhone aujourd'hui. Bien sûr, chaque année, la première réaction que vont avoir tous les observateurs sur le nouvel iPhone, c'est ils sont pas fatigués cette année, c'est le même qu'avant, avec il fait un peu plus des grosses photos et ça. Sinon c'est pareil. Bien sûr, parce que imaginez si jamais il changeait vraiment. Imaginez si jamais il changeait
vraiment l'interface, si jamais ils changeaient vraiment les habitudes, ils créeraient un cataclysme chez leurs clients. Il y en a qui ont essayé. Microsoft, il y a quelques années, a sorti une version de Windows dans laquelle il n'y avait pas le menu démarrer. Ça a été horrible. C'est-à-dire que les gens paniquaient, ils ne savaient plus utiliser Windows, qui était le truc qu'ils utilisaient au quotidien. Ils erraient dans les couloirs en disant où est le menu démarrer. Enfin, c'était immédiatement des gens avaient proposé des modifications de Windows pour remettre le menu démarrer. Enfin, c'était vraiment tragique. Et 2-3 ans plus tard, Microsoft a sorti une nouvelle version de Windows, dont la principale innovation était on a remis le menu démarrer et le monde était de nouveau apaisé. Et oui, quand vous avez beaucoup de clients, si vous introduisez vraiment une innovation de rupture, vous allez créer vraiment un fort ressentiment de la part de vos clients. Et donc les accompagner dans leurs habitudes, tout en améliorant bien sûr, mais ne pas les brusquer par des révolutions, c'est une très bonne manière de faire passer beaucoup d'innovations. Donc ça va aussi rassurer, une innovation n'est pas forcément synonyme de rupture radicale. Absolument. Merci beaucoup Frédéric Fréry. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez un nouvel épisode chaque semaine sur hbrfrance.fr et les plateformes d'écoute habituelles. Et si ce contenu vous a plu, plongez-vous dans le livre de Frédéric Fréry, 100 idées impertinentes pour mieux manager. À bientôt.